Bonjour à tous et bienvenue au sein de ce nouveau webinaire du site lepetitjournal.com, le journal des Français et des francophones de l'étranger. C'est parti pour une heure ensemble sur la thématique étudier en Espagne après le bac, toutes les clés pour réussir son projet. Je suis Vincent Garnier, responsable des éditions de Madrid et de Barcelone du site lepetitjournal.com, et j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui de Noémie Fréchet, experte des études supérieures en Espagne chez FE Éduc. Bonjour Noémie, merci d'être avec nous. On a la chance d'avoir une experte avec nous pendant une heure. Je vous remercie de votre patience. On a eu on a changé de plateforme pour faire les webinaires, et c'est vrai que là on a eu des petits réglages techniques à faire. Donc je sais qu'il y a quelques personnes qui étaient connectées depuis un certain temps déjà. On va être ensemble pendant une heure. On me dit qu'on n'entend pas très bien. Alors, est-ce que toi tu m'entends Bonjour à tous, Noémie? Oui, moi j'entends bien de mon côté. Il y a des petites variations, mais... Est-ce que les autres, est-ce que d'autres personnes ont du mal à m'entendre? Écoutez, on va voir si le son passe bien. Donc, l'idée, c'est donc vous êtes assez nombreux, vous êtes inscrits, plus d'une centaine de personnes qui se sont inscrites pour suivre ce webinaire. Vous êtes déjà plusieurs à être avec nous. Et vous savez qu'on a un petit fil de chat sur la droite de l'écran sur lequel vous pouvez nous suivre. Il y a un sifflement de dit, j'essaierai au fur et à mesure de voir si je peux régler ça. Merci, en tout cas, je vois que vous nous donnez vos petits messages. Écoutez, l'idée c'est la suivante, c'est de bien utiliser justement, comme vous êtes en train de le faire, ce petit fil de chat pour pouvoir poser vos questions au fur et à mesure que se déroulera cette session. Profiter de la présence de Noémie, qui est experte sur la question des études supérieures en Espagne. Et donc, c'est le moment de vraiment lui demander tout ce que vous avez besoin de savoir. Et en attendant, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, à nous dire donc s'il y a des problèmes de son, mais aussi à nous faire savoir d'où vous nous suivez. Là, on a déjà bientôt une trentaine de personnes connectées. Est-ce que vous nous suivez depuis l'Europe? Est-ce que vous êtes connectés depuis l'Asie, ou ça doit être déjà la fin de journée, ou en Amérique, où vous débutez doucement la journée? Faites-nous savoir si vous êtes d'Afrique, d'Océanie. Ça nous permettra d'avoir une petite cartographie de cette audience aujourd'hui. Donc, simplement vous rappeler que pendant une heure, on va revenir. Tu es connecté, hein, Mélodie? C'est d'accord. Je lis les messages en même temps. Pendant une heure, on va revenir sur cette thématique-là. Vous aurez l'occasion de poser vos questions. À la fin du webinaire, vous allez recevoir par email un courrier électronique avec un lien pour pouvoir revisualiser l'ensemble du webinaire. Donc, pas de panique si vous ne pouvez pas être avec nous jusqu'au bout. Vous aurez l'occasion de visualiser tout le webinaire. Et puis, à peu près dans une semaine, on publiera via lepetitjournal.com un article qui reprendra la vidéo du webinaire et les éléments principaux qui seront évoqués au cours de cette session. Donc, je vois qu'on a des personnes qui nous suivent depuis l'Espagne, depuis Londres, depuis Dubaï, Florence, très bien, Guillaume depuis l'Espagne, Catherine depuis Londres, bienvenue à tous. Sabrina est au Canada, il neige et il est 7 heures du matin. Bonjour Sabrina, bienvenue parmi nous. Merci pour votre intérêt. Voilà, je ne vais pas tarder plus. Je vais demander à Noémie de se présenter et puis de nous raconter un petit peu peut-être aussi l'histoire de FE Éduc, la genèse de cette entreprise qui est assez surprenante, qui est vraiment ancrée dans la question de l'expatriation, si j'ai bonne mémoire. Ah, là, par contre, on ne t'entend pas, Noémie. Non, là, on ne t'entend pas. Tu as ton micro qui est coupé, est-ce que tu peux le remettre? Attends, voir. Est-ce que tu peux reparler un peu pour voir? Non, moi j'entends pas du tout. Est-ce que les autres personnes entendent? C'est les nouvelles plateformes, il faut toujours s'adapter aux petits imprévus techniques. Je vous demande encore un petit peu de patience. Je ne sais pas
Si les autres vous entendent, non, j'ai l'impression qu'on ne vous entend pas, Noémie. Et je ne sais pas pourquoi. Alors, Noémie s'est déconnectée, on va voir si lorsqu'elle se reconnecte, je suis désolé. Alors, je viens de revenir. Ah, bah, on t'entend, Noémie, c'est bon. Voilà, je suis sortie, revenue et cette fois, on m'entend. Bon, bah, écoutez, désolé pour le problème technique. Bonjour à tous, en tout cas. Moi, je suis donc Noémie Fréchet, la spécialiste des études en Espagne. Je suis française, mais j'ai eu l'opportunité tout au long de ma vie d'habiter dans différents endroits du monde. J'habitais évidemment en France, mais aussi en Argentine, en Australie et surtout en Espagne, où j'habite depuis plus de 12 ans maintenant. Depuis que je suis toute petite, j'ai été liée à tout ce qui est monde de l'éducation, une partie de ma famille étant composée de professeurs ou de responsables d'établissements académiques. Et du coup, maintenant, moi aussi, j'accompagne les familles qui cherchent des solutions pour la poursuite de leurs études en Espagne. Je fais ça en partie avec FE Éduc, qui est du coup le spécialiste des études supérieures en Espagne. C'est un organisme qui a été créé il y a plus de 10 ans maintenant, et c'est vraiment un organisme avec lequel il y a toute une expertise, j'ai envie de dire, accumulée. Par rapport à la question que tu posais avant, Vincent, c'est vrai que c'est une histoire qui est née d'un mélange d'expatriation, c'est-à-dire que la fondatrice Nathalie Sanchez a créé cet organisme parce qu'elle a commencé à chercher des solutions pour son fils, qui à l'époque voulait venir se former en Espagne sur un cursus de kiné. Puis, du coup, il en a parlé à ses amis, puis à des amis d'amis, puis à des amis d'amis d'amis, et c'est un peu comme ça qu'est née l'histoire de FE Éduc. Donc, on a accompagné déjà plus de 8000 étudiants pour les faire venir en Espagne pour faire des études dans tout type de cursus. Donc, c'est vraiment une expertise accumulée. On fournit des informations, évidemment, des conseils, des solutions personnalisées, surtout pour aider les étudiants et leurs familles à intégrer des formations diverses et variées en Espagne. Ça peut être architecture, ça peut être les cursus de la santé, de l'art, du business, tout ce qui est design aussi, mais surtout, derrière, à les réussir. C'est un peu comme ça qu'a été créé FE Éduc et surtout pour ce but-là. 8 000 étudiants, c'est pas anodin, d'autant moins qu'on sait qu'à peu près, les chiffres indiquent qu'il y a grosso modo une dizaine de milliers d'étudiants qui tous les ans viennent faire, d'étudiants français, qui tous les ans viennent faire leurs études en Espagne. L'Espagne est devenue un véritable hub des études pour les étudiants internationaux en Europe. Comment on explique ça? Qu'est-ce qui fait que cette attractivité se confirme chaque année un petit peu plus? C'est vrai qu'en Espagne, il y a quand même une très bonne combinaison de différents facteurs. Déjà, les opportunités d'études. Il faut savoir qu'en Espagne, aujourd'hui, il y a des formations qui sont des formations de qualité, qui sont très bien reconnues, que ce soit au niveau européen, voire même parfois au niveau international et mondial, avec certaines accréditations de prestige. En Espagne, c'est aussi et surtout un excellent rapport qualité-prix en termes de formation, avec des universités très bien équipées en termes de matériel. C'est une pédagogie qui met l'accent sur la pratique, donc c'est vraiment aussi une façon d'apprendre, un apprentissage qui est un peu différent. Et tout ça dans un environnement qui est quand même particulièrement agréable, avec du soleil et des gens qui sont quand même clairement la joie de vivre incarnée. Qu'est-ce qui fait les particularités des universités espagnoles par rapport aux universités françaises? Alors déjà, le type d'enseignement, la proximité avec les profs, c'est vrai que c'est quelque chose qui va être assez particulier. On n'est pas habitué à ça en France, mais en Espagne, les professeurs connaissent leurs étudiants. On n'est pas juste un numéro dans un amphi. Le côté pédagogie pratique aussi, c'est vraiment quelque chose qui est assez différent. Souvent, surtout dans les universités privées, il va y avoir des apprentissages qui sont des apprentissages en petits groupes, avec une réelle connexion dès le début de l'apprentissage à ce que sera la réalité du futur métier de l'étudiant par la suite, avec des activités, avec des interventions de professionnels, avec des stages en observation, des stages en pratique réellement. Donc, c'est vraiment un des points qui peut être aussi un des points différenciants par rapport à ce qu'on connaît sur les études en France. Ok. Est-ce qu'il y a des villes en Espagne qui sont plus prisées par les étudiants français? Est-ce que vous avez des conseils à faire sur ce... Alors, par les étudiants français, oui, mais par les étudiants internationaux en général, j'ai envie de dire les classiques et les plus grandes. C'est vrai que le top 3, ça reste Madrid, Barcelone et Valence. Mais il y a aussi beaucoup d'autres villes qui sont peut-être un petit peu moins grandes, mais qui tirent leur épingle du jeu. C'est le cas de Malaga, de Séville ou encore des villes comme Alicante. Ça peut aussi être le cas à Salamanque. C'est des bonnes combinaisons de vie étudiante avec la possibilité quand même de profiter de la vie locale et d'être en vraie immersion dans le mode de vie à l'espagnol. Donc, vous confirmez là une dizaine de milliers d'étudiants français tous les ans en Espagne. Vous en accompagnez combien par an, vous? On en accompagne pas mal. On travaille avec plus de 1500 familles minimum par année. Chaque année, c'est différent parce qu'évidemment, c'est des cursus qui chaque année changent. Les gens, une fois qu'ils sont en rentrée en université, on accompagne des nouveaux étudiants.
Ce qui est certain, c'est qu'il y a un nombre d'étudiants francophones et français qui est en constante augmentation. Il faut faire la différence entre ceux qui viennent simplement sur l'Erasmus, donc c'est-à-dire pendant une période donnée durant la formation, et ceux qui viennent vraiment compléter la totalité de leurs études, partir directement après le bac ou après un certain nombre d'années de formation, mais dans le but de compléter la totalité d'un diplôme de formation d'études supérieures en Espagne. C'est vraiment les deux points qui peuvent être différents parce que si on intègre évidemment les étudiants qui sont en Erasmus, le nombre d'étudiants étrangers est beaucoup, beaucoup plus élevé. Ok, d'accord. Donc les 10 000, ça n'inclut pas les Erasmus, c'est ça? Non. D'accord. Donc peut-être qu'on peut rentrer un petit peu plus dans le détail, et je rebondis, j'en profite, donc je vous l'ai mis dans le chat, mais vraiment je vous invite à poser vos questions via le fil que l'on partage ici. Moi je les noterai bien au fur et à mesure, et ça vous permettra de solliciter l'expertise de Noémie sur la question. Tous ces étudiants là qui traversent les Pyrénées, quels sont un peu les défis auxquels ils vont être confrontés? Comment ils doivent se préparer? Quelles sont les différences auxquelles ils vont devoir s'affronter, et comment vous les accompagnez à ce niveau-là? Alors, j'ai envie de dire, le principal défi, ça reste quand même encore et toujours l'adaptation. C'est clair, le fait de changer de pays, de culture, de cadre de vie, de cercle de proches, ça va être quelque chose qui est un peu particulier. J'ai vu passer dans le chat qu'on avait des gens d'un peu partout, Londres, Canada, Casablanca, donc a priori l'expatriation ou en tout cas l'adaptation, c'est déjà des choses que vous connaissez. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'un des défis qu'il va falloir affronter quand on arrive en Espagne, c'est un défi lié à l'administratif. Déjà, c'est compliqué en France, l'administratif. Alors en Espagne, c'est pire. Mais je pense que c'est le cas aussi pour la plupart d'entre vous quand vous avez dû gérer tout ce qui est lié à administratif, à un projet, quand on n'est pas forcément dans son pays d'origine. C'est encore plus compliqué que ce que ça peut l'être déjà quand c'est notre pays dans une langue qu'on maîtrise. Est-ce que ça change d'une communauté autonome à une autre? Est-ce que c'est différent entre Madrid, Barcelone, Malaga? Oui, sinon ce serait trop simple. C'est-à-dire que les critères vont pas être forcément les mêmes pour les mêmes types de démarches. Donc ça, c'est aussi quelque chose pour lesquels, avec FEEDU, on vous accompagne. C'est-à-dire qu'on va vous donner des informations une fois que le projet est entre guillemets validé et que les étudiants sont sûrs de pouvoir être pris dans une université. On propose aussi un accompagnement sur tout ce qui va toucher à la création du projet en tant que tel. Donc toutes les différentes étapes qui vont permettre de mettre en place ce projet d'expatriation. Donc on est là avant pour pouvoir conseiller sur la partie du choix de l'université, quel est le cursus le plus adapté, la ville qui leur correspondra le mieux. Pendant, sur tout ce qui est accompagnement pendant les processus d'inscription, parce que chaque université a un processus d'admission qui lui est propre, mais surtout aussi après, jusqu'à la mise en place de ce projet-là. Et pendant la durée des études, donc avec des prestataires qui peuvent aider sur tout ce qui va être démarches administratives, assurance santé, recherche de logement, etc., etc. Alors, tu parles des processus d'inscription, Noémie, je rebondis tout de suite dessus, puisque je vois que Kenza a posé la question, Kenza demande quels sont les processus d'inscription. Y a-t-il un équivalent de Parcoursup? Comment ça se passe? Alors, c'est une très bonne question. Il faut savoir que les processus d'inscription sont différents quasiment pour chaque université et probablement même pour les différents cursus. C'est-à-dire que c'est là où c'est un peu plus complexe, c'est qu'il va falloir savoir pour chaque université quelles sont les pièces demandées, quelles vont être les différentes étapes et comment ça va se passer. Il n'existe pas d'équivalent de Parcoursup en Espagne, donc il faut se renseigner, connaître toutes les universités qui peuvent proposer un cursus qui va correspondre au projet de votre enfant, en l'occurrence Kenza. Donc, c'est là où la spécificité va être importante. Il faut vraiment avoir affaire à quelqu'un qui connaît les différents types d'études qui sont disponibles pour pouvoir accéder au métier sur lequel le jeune se projette, parce que, en plus, il y a évidemment plusieurs voies d'accès maintenant à éventuellement des mêmes professions. Guillaume, qui, si je ne me trompe pas, est connecté en Espagne, nous demande: est-ce vrai qu'il faut une homologation du título de graduado de la ESO, titre de diplômé de la ESO, pour étudier dans les universités espagnoles? Alors, pour étudier dans les universités espagnoles, il faut effectivement avoir impérativement validé le cycle des études secondaires. Donc, en l'occurrence, si vous êtes en Espagne, il faudra que ce soit l'équivalent de la Selectividad et surtout derrière les épreuves de l'EBAU, qui sont les épreuves d'accès à l'université. Si vous êtes un bachelier, par exemple, titulaire d'un baccalauréat français dans les réseaux lycées français du monde, il va falloir à un moment donné faire homologuer ce diplôme pour que l'État espagnol reconnaisse qu'il y a bien eu des études supérieures et que ça permette à vos enfants de pouvoir poursuivre leurs études dans le système d'éducation supérieure en Espagne. Donc, il y a effectivement une partie des démarches administratives à enclencher à ce niveau-là. Et là, je continue avec la fournée de questions. Donc là, c'est Mila qui est connectée depuis Jakarta, quelle chance, mais qui s'intéresse aux études après le bac en Espagne et qui pose deux questions. La première, c'est: avec le passeport européen, y a-t-il des avantages d'étudier en Espagne, notamment des aides financières?
et Noémie s'est déconnectée, donc on va attendre qu'elle revienne parmi nous. Et la deuxième question de Mila était, en tant que Français et étudiant, y a-t-il des choses à payer, des taxes? Alors, je vais répondre à Noémie qui a apparemment des problèmes de connexion. Je suis désolé, c'est vraiment... apparemment un problème plutôt lié à sa connexion et à sa caméra. Je vois que... Je vous demande 2 secondes. Hein. Je suis désolé, je vais essayer d'indiquer à Noémie la procédure pour se reconnecter. Et on va voir si on réussit à la reprendre avec nous, les joies du direct, des réunions en distanciel. Je pense que vous connaissez ça vous aussi, expatriés du monde entier. Et on va voir si ça peut être résolu assez rapidement. Et on continuera ensuite dans la foulée avec vos questions qui continuent à monter et puis avec différentes thématiques qui sont prévues dans le cadre du webinaire. On a actuellement 36 personnes qui nous suivent en direct. Merci Guillaume, j'essaie de ne pas trop stresser, on va faire au mieux, c'est surtout Noémie là qui doit être un petit peu aux pièces pour essayer de revenir parmi nous. Et je vois Sabrina, vos questions qui remontent. Et Noémie qui me dit qu'elle n'arrive pas à se reconnecter. C'est pas de chance. Comment on va faire? Je vous donne une petite minute. Je suis en train de parler avec notre responsable technique à Paris qui va peut-être nous aider dans ce sens-là. On va essayer de donner à Noémie une autre adresse email pour qu'elle puisse se connecter. Je vous demande un petit peu de patience. Donc Noémie est encore avec nous puisqu'elle voit les questions, elle continue à nous répondre dans le fil du chat. Merci Noémie pour cette interaction là en direct. Je ne sais pas ce qui se passe, donc on vient de t'envoyer une invitation sur l'autre adresse mail. On va voir si ça fonctionne un petit peu mieux comme ça. Donc ça n'a pas l'air de marcher non plus, Loris. Et c'est bizarre parce que tu étais connecté tout à l'heure, Noémie, donc je ne sais pas pourquoi maintenant, d'un coup, tu as disparu des radars. Ça a l'air de revenir. On voit que tu es là, mais on ne voit pas ta webcam et on ne t'entend pas. Je sais pas, Noémie, est-ce que tu peux me mettre un petit mot en me disant si tu m'entends ou pas en tout cas?
parce que ce lien que tu m'envoies là par WhatsApp, je ne pense pas qu'on puisse l'utiliser. Parce qu'il est sur un Google Meet, donc ça ne va pas... Excusez-moi, hein, je parle en même temps avec... A priori... Ah, ça y est, Noémie. Me revoilà. Il va falloir qu'on essaie de comprendre pourquoi on a eu ce petit problème de connexion. Vraiment, je suis désolé pour toutes les personnes qui nous suivent. Je vois que vous êtes restés avec nous, c'est vraiment très sympa. De toute façon, on ira jusqu'au bout du webinaire. Hein. On ne va pas se limiter à ces 5 minutes de vitesse. On était en train de parler des préparatifs, des questions auxquelles les futurs étudiants en Espagne devaient se préparer pour traverser les Pyrénées, s'inscrire aux universités espagnoles. J'avais repris pas mal de questions qui étaient montées dans le fil. Je vais les reprendre là, après ce petit moment-là d'interruption. Une question au passage qui me vient quand même, c'est est-ce que les étudiants français qui viennent dans les universités espagnoles doivent absolument parler espagnol ? C'est une très bonne question, on nous la pose souvent et par expérience, la réponse est toujours oui, il va falloir se mettre à l'espagnol. Quand on vient étudier en Espagne, le cadre de vie, la vie sera en Espagne. Les gens avec lesquels vous allez avoir des interactions au quotidien se feront forcément en majorité en espagnol. Mais pas que, il existe des possibilités d'enseignement, de cursus sur lesquels les langues proposées d'enseignement vont être de l'anglais, de l'espagnol. Il existe aussi en Espagne des communautés autonomes dans lesquelles il y a des langues co-officielles, donc il peut y avoir aussi besoin de parler les différentes langues co-officielles, comme le catalan, le basque ou le galicien. Donc c'est vraiment des spécificités qu'il faut prendre en compte au moment de faire son choix, parce que ça peut faire la différence. Dans certains cursus, comme par exemple les cursus de santé, il y aura forcément besoin de passer par des pratiques, donc une partie de stage. Quand on fait des cursus de santé comme dentaire, kiné, médecine, on va devoir à un moment donné échanger avec des patients et selon l'emplacement de stage et donc de la clinique ou de l'endroit dans lequel on va être amené à être en stage, on va se retrouver avec des patients qui vont parler espagnol, catalan, basque, galicien. Et il faut pouvoir impérativement garder ça en tête parce que ça conditionne effectivement le choix du lieu d'études supérieures. Sur les études de santé, nous, à FE Éduc, on choisit de ne pas accompagner les étudiants dans toutes les communautés sur lesquelles il y a des langues co-officielles. Donc, on ne travaille pas avec la Catalogne, avec la Galice et avec le Pays Basque, justement parce qu'on considère que c'est compliqué d'apprendre déjà une langue quand ce n'est pas forcément notre langue d'origine, et donc du coup d'en maîtriser deux au point de pouvoir avoir des interactions directes avec des patients dans la langue qui sera la leur. On travaille avec ces emplacements-là, donc avec ces destinations, pour tout ce qui va être cursus qui n'est pas en lien avec la partie santé en tant que telle. Merci Noémie. Vas-y. Je reprends parce que on avait laissé Mila de Jakarta en plan qui avait 2 questions. Avec le passeport européen, y a-t-il des avantages d'étudier en Espagne, notamment des aides financières? Et deuxième question que nous posait Mila, en tant que Français étudiant, y a-t-il des taxes à prévoir? Alors, il va y avoir un avantage de poids sur la partie du passeport européen, c'est le fait d'avoir la possibilité d'avoir une libre circulation en Europe, donc de pouvoir venir étudier en Espagne, ici, sans avoir à passer par la case des visas. Il n'y a pas d'avantages particuliers qui sont proposés aux étudiants français, non. Les aides financières sont relativement limitées en Espagne. Il faut savoir que parfois, les universités vont proposer des systèmes de bourses, voire des bourses d'excellence, c'est-à-dire que les meilleurs étudiants vont pouvoir avoir une partie du coût de leurs études qui leur sera remboursée sur certaines matières spécifiques. Mais de manière générale, on a toujours plutôt tendance à expliquer qu'il vaut mieux ne pas compter dessus parce que c'est tellement rare et tellement réduit qu'il vaut mieux que ça reste plutôt une bonne surprise que de le prévoir dans le budget et de ne pas forcément pouvoir l'avoir. Il n'y a pas de taxes spécifiques non plus à payer en tant qu'étudiant français. Vous n'avez pas des frais supplémentaires qui s'appliquent quand vous vous faites accompagner par FE Éduc. Au contraire, vous allez même avoir parfois des avantages au sein de certaines universités et bénéficier de réductions et d'avantages exclusifs, comme par exemple ne pas payer les frais de test. Parce que ça, oui, dans certaines universités, quand vous allez vouloir candidater, il va falloir payer, au même titre que vous le faites probablement sur Parcoursup pour un certain nombre d'écoles, des frais de test d'admission. Ok. Résumons, c'est quoi les bonnes questions à se poser avant de se lancer? Il y en a plusieurs quand même qui sont assez importantes et sur lesquelles il va falloir s'arrêter parce qu'il va falloir quand même déjà savoir ce qu'on a envie d'étudier. Ça, c'est vraiment important. Avant de se lancer, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Par quoi est-ce que je dois passer? Ça, c'est un peu, j'ai envie de dire, la première étape et la première base sur laquelle il va falloir s'arrêter. Évidemment, il va falloir se poser la question aussi de l'éloignement. Est-ce que je vais être trop loin de mes proches, de mes amis, de ma famille? Est-ce que ça va être trop dur pour moi de pouvoir m'habituer, de m'acclimater à une nouvelle vie dans un nouveau pays?
En général, les étudiants, quand ils arrivent, ils ne sont pas tout seuls. Ils retrouvent aussi des étudiants qui sont dans le même cas qu'eux et assez rapidement et assez facilement, ils rencontrent du monde. Une autre question qui est importante, c'est tout ce qui va concerner la validité du diplôme. Il faut se renseigner par rapport au pays dont on est originaire s'il a la possibilité derrière cet étudiant de pouvoir exercer la profession pour laquelle il est en train de se former. Évidemment, ça va être très important. Parfois, les études sont dures. On va se retrouver dans une situation où il va falloir remettre cette partie d'adaptabilité en exergue. Donc, est-ce qu'on va avoir la motivation nécessaire pour vraiment travailler pendant la durée de la formation, 4, 5, 6 ans, pour pouvoir arriver à éventuellement, par la suite, exercer vraiment ce métier? Donc, il y a vraiment, je pense, si je dois résumer sur cette partie-là, 2 points qui sont essentiels. C'est est-ce que je suis sûre de ce que je veux faire? Parce que quand on part à l'étranger pour pouvoir suivre sa formation, c'est important de savoir qu'on a fait le bon choix. C'est possible aussi de passer par des années de césure pour prendre le temps de vérifier qu'on se sent à l'aise dans le pays, que le cursus qu'on a choisi est vraiment celui qui nous correspond. Et ensuite, établir un peu, ou en tout cas réfléchir à la motivation de l'étudiant pour savoir si cette motivation va compenser le fait de devoir travailler, être un peu plus éloigné de son cercle actuel, mais qui va quand même retrouver un nouveau cercle de personnes et de connaissances sur place à l'arrivée. Ok, on a une quarantaine de personnes qui sont connectées, là, qui nous suivent en direct. Pour ceux qui nous ont rejoints après les petits incidents techniques qu'on a pu avoir, je rappelle qu'on a donc un fil de chat sur la droite de votre écran qui vous permet de poser vos questions en direct à Noémie. On en a repris quelques-unes. Il y en a pas mal là qui reviennent sur les questions, notamment Noémie, d'abord de la reconnaissance des diplômes. Oui. Et puis du choix des universités. Donc, j'en reprends quelques-unes au vol comme ça. Isdi qui demande si on étudie à l'Université européenne de Madrid la dentisterie, oui, la dentisterie. Comment on dit, dentisterie? Oui, la dentisterie. Est-ce qu'il y a une équivalence en France? Est-ce que l'accès, Sabrina demande, est-ce que l'accès aux universités espagnoles est facilité si on vient de l'Instituto Espagnol ou si on vient d'un lycée français? Et Sabrina a vu qu'elle prévoit de venir s'installer en Espagne quand sa fille sera en première. Donc, effectivement. Voilà. Est-ce que cette question des équivalences, je pense qu'elle est centrale. Comment ça se passe? C'est la même chose dans toutes les filières ou est-ce que c'est au cas par cas? Alors, la reconnaissance, par exemple, si on prend la question d'Isdi qui posait la question spécifiquement sur l'Université européenne à Madrid, oui, le diplôme d'odontologie qui est délivré à Madrid, que ce soit sur le cursus en français ou en espagnol, est reconnu en France puisque c'est un diplôme qui est valable au niveau européen. Il est intégré dans la règle et dans la norme qui permet la reconnaissance automatique. Par contre, il faudra quand même s'inscrire à l'ordre en France pour pouvoir exercer. Donc, ce diplôme a bien une équivalence puisqu'il est reconnu directement au niveau européen. Par rapport à la question, je crois que c'était Sabrina, est-ce que l'accès aux universités espagnoles est plus facile si on vient de l'Instituto Espagnol ou d'un lycée français? Pas forcément. En fait, il va y avoir différents types de systèmes d'éducation supérieure qui vont être pris en compte. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Évidemment, tout ce qui va être diplôme équivalent du bac ou diplôme européen ou donc évidemment espagnol, ça sera moins compliqué peut-être de pouvoir faire les validations, mais techniquement, il est quand même possible de venir étudier en Espagne quand on vient d'un système éducatif qui est en dehors d'un lycée français ou d'un lycée espagnol ou d'un instituto espagnol. Donc on a évoqué la question des équivalences et il y a la question aussi donc, du choix des universités. Je vois par exemple que Catherine nous demande pour la filière du droit français, droit espagnol, pour les doubles formations, pour quelle filière choisir? Est-ce que vous avez des recommandations à ce niveau-là? Alors, c'est un peu compliqué parce que ça va dépendre vraiment de ce qui est recherché. Effectivement, il existe en France et même en Espagne des formations qui permettent d'obtenir des doubles diplômes. Vous allez avoir des universités privées qui vont proposer de la formation, pas spécifiquement en droit, plutôt sinon en relations internationales et en droit. Vous allez avoir aussi en France la possibilité d'avoir des formations que vous trouvez sur Parcoursup qui, elles, délivrent des doubles diplômes. Donc, il est possible de rentrer soit par le côté français, soit par le côté espagnol. Il existe différents types de filières en fonction de l'intérêt spécifique et il existe des doubles formations, oui. Et je termine sur la question très spécifique des filières. On nous demande pour business, est-ce que c'est IE à Madrid est-ce que c'est dual diplôme? Donc c'est Christophe qui pose cette question.
Ouais, alors l'IE, effectivement, l'Institut d'Empresa est un organisme de formation qui est assez reconnu, qui jouit en tout cas d'une bonne image à l'international, mais ce n'est pas les seuls. En Espagne, il y a énormément d'écoles de commerce qui sont des écoles qui sont très renommées. L'IE est très bon et sont très bons sur la partie des masters. En formation en post-bac, il y a aussi d'autres universités qui ont vraiment de très belles cartes à jouer par rapport à la qualité de l'enseignement, la qualité des professionnels qui interviennent aussi dans ces établissements et du coup, in fine, à la préparation de ces jeunes pour pouvoir rentrer sur le marché du travail en ayant un réseau qui devient un réseau solide. Ce n'est pas les seules options. Il en existe plein. À Madrid, à Barcelone, à Valence notamment, entre autres, qui peuvent être des options qui sont très intéressantes aussi. Si vous voulez, sur le choix de l'université, je pense qu'il ne faut pas uniquement se baser sur ce qu'on peut percevoir et c'est important de pouvoir avoir quelqu'un qui va donner des conseils sur ce qu'est la réalité de la formation sur le terrain, de comment ça se passe au quotidien. La formation, évidemment, est importante. Le cadre de vie, le cadre d'enseignement, les personnes qu'on va côtoyer, la façon dont ça va se dérouler le sont aussi. Et c'est pour ça qu'il faut absolument avoir en tête l'image globale et l'expérience globale qui va être proposée à l'étudiant tout au long de ses études. Ok, je sais qu'on est sur vraiment du très spécifique, mais je ne voudrais pas laisser des questions comme ça en rade et que tout le monde puisse avoir au moins les premiers éléments de réponse sur leur cas particulier. Émilie nous pose la question, mon fils est en première année de bachelor en école de commerce. Est-il possible de poursuivre en deuxième année en Espagne? Techniquement, sur le papier, avec les accords de Bologne, il est possible, en fonction du nombre de crédits ECTS, si vous voulez, chaque année d'études va permettre à vos enfants d'obtenir un certain nombre de crédits, ce qu'on appelle ECTS, qui sont comptabilisés au niveau européen. L'idée, c'est de favoriser la mobilité entre les différents pays. Dans la réalité, concrètement, c'est beaucoup plus compliqué à pouvoir obtenir et à mettre en œuvre parce qu'en fait, le nombre de places sont extrêmement limités pour pouvoir envisager ce type de transfert-là. C'est possible de le faire via des encadrements ou via des structures qui sont déjà prévues, typiquement des échanges tout au long de la scolarité ou un échange de type Erasmus. Partir en ayant laissé la première année en France pour directement réintégrer un cursus en deuxième année, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça implique d'avoir une reconnaissance de la totalité des matières qui ont été enseignées et validées pendant la première année. Parfois, les universités n'acceptent pas de reconnaître la totalité des matières qui ont été enseignées. Pourquoi? Parce que même si la matière a le même intitulé, on a par exemple, par exemple l'anatomie. Ce n'est pas le cas dans le business, mais en France, dans une université, vous allez peut-être avoir l'anatomie qui est enseignée, vous allez voir le concept A, C et F, alors qu'en Espagne, vous allez voir, en tout cas sur la première année, le concept A, B et G. Donc du coup, la matière, en théorie, l'intitulé est le même, mais le nombre de crédits et le contenu de ce qu'il va y avoir vraiment sur la partie académique ne va pas être exactement la même chose, et l'université pourra donc ne pas considérer cette matière comme étant une matière ayant été complètement validée selon leur plan d'études à eux. Ça implique de passer par des démarches administratives qui sont assez compliquées. Techniquement, ce n'est pas impossible, mais dans la réalité, sur le terrain, ce n'est pas quelque chose qu'on recommande. Bon, c'est complexe tout ça, hein. Il faut vraiment connaître les choses dans le détail. Je vois que beaucoup de questions tournent encore au niveau de la question de la langue, de la maîtrise de la langue. On l'a évoqué tout à l'heure, mais peut-être qu'on peut trancher dans le vif par rapport au niveau de langue. Il y en a qui disent est-ce que c'est le niveau B2, d'autres demandent est-ce que c'est plutôt un niveau C1. Est-ce que tu as des éléments de réponse à ce niveau-là? Et bien là encore, comme souvent, je vais répondre ça dépend, parce qu'en fait, ça va dépendre du cursus. Les critères de langue minimum demandés ne sont pas les mêmes en fonction des universités. Ça peut varier à pas de niveau minimum obligatoire, à un niveau B1 obligatoire, à un niveau B2 obligatoire, à un niveau C1 obligatoire selon le type de cursus. Par exemple, si on prend, mettons, un cursus en kinésithérapie qui serait enseigné en espagnol, évidemment, il va y avoir des universités qui sont très strictes sur le niveau au moment où on va candidater et d'autres qui vont être strictes au niveau au moment de la rentrée. Donc, ça va être un niveau simplement recommandé pour la candidature, mais pour la rentrée, nous, par expérience, de toute façon, on conseille toujours aux étudiants de venir avec minimum un vrai niveau B1 validé. Plus le niveau de langue va être élevé, mieux c'est pour l'étudiant, pour sa vie quotidienne. Il va pouvoir se concentrer plus sur le contenu des cours et pas juste sur la traduction et sur la compréhension. Évidemment, plus le niveau de langue est élevé, mieux c'est. Mais ce n'est pas forcément toujours vrai dans l'absolu pour le suivi du cursus. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit au début, il y a des formations typiquement en business, en archi, voire même parfois aussi dans la santé qui peuvent être faites en anglais à des moments différents. Donc, on a le temps après de monter en compétence sur la partie espagnole. Ce n'est pas forcément toujours indispensable d'avoir un excellent niveau d'espagnol. Pour accéder aux universités publiques, par contre, il faudra effectivement au minimum un niveau B2, certifié par une certification officielle. Ok, très bien. Écoute, est-ce qu'on peut avoir un panorama un petit peu d'abord des cursus que vous, éventuellement, vous recommandez, de ceux qui sont les plus demandés par les étrangers,
et puis peut-être éventuellement des recommandations pour démarquer sa candidature dans le cadre de savoir un petit peu comment ça se passe, comment on fait pour qu'elle soit bien prise en compte, cette candidature en tant qu'étranger. Oui, bien sûr. Alors, effectivement, il y a différentes choses à prendre en compte. C'est-à-dire que si on se concentre sur les cursus qui attirent le plus d'étudiants étrangers, on va quand même voir clairement que ce sont les cursus de santé. Par rapport à la difficulté d'accès en France, la difficulté de savoir vers quel type de spécialité on va pouvoir passer, ça reste quand même, par rapport à l'historique aussi, de formation, quelque chose qui est assez ancré dans les personnes francophones, de pouvoir passer par l'Espagne. Pourquoi ? Parce que ça permet d'éviter ce tri, en fait, cette espèce de filtre qui est fait en France quand on passe par une PASS ou par une LAS, pour pouvoir ensuite rentrer dans un système de scolarité sur lequel on n'est pas sûr d'accéder vraiment à ce qu'on veut. En Espagne, quand on rentre sur les études de santé, on rentre directement dans la filière qui nous intéresse. On veut être kiné, on part en kiné. On veut être dentiste, on part en dentaire. On veut être médecin, on part en médecine. La même chose sur pharma ou même sur vétérinaire, qui sont aussi des options qui font partie des cursus les plus demandés. Nous, ce qu'on me recommande en tant qu'expert depuis plus de 12 ans, effectivement, les cursus de santé, c'est une excellente alternative par rapport à la question qu'il y avait tout à l'heure sur la reconnaissance du diplôme. Ce sont des diplômes qui sont reconnus au niveau européen. Donc, il est possible de venir se former en Espagne. Et de rentrer en France travailler. Et de retourner en France travailler. Pour info, l'Ordre national des dentistes en France a plus d'un tiers de ses adhérents qui sont des étudiants qui ont été formés à l'étranger. Donc, ce n'est pas que l'Espagne, il y a d'autres options, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui se forment par des voies comme celle-ci. Nous, par expérience, on a tendance à toujours essayer d'expliquer qu'il existe d'autres options. La santé, ce n'est pas la seule alternative d'études en Espagne. Il y a des formations d'excellente qualité, comme on l'a dit tout à l'heure, sur tout ce qui peut être business. Il y a de très bonnes écoles très reconnues. C'est le cas de l'IE, c'est le cas de l'ESAD, c'est le cas de l'Université européenne ou encore de l'ESIC, entre autres, qui sont vraiment des universités qui sont des universités de qualité. Chacune a ses propres spécificités et il faut voir ce qui va correspondre le mieux en fonction du profil de l'étudiant. C'est aussi le cas de l'architecture. L'architecture en France, accéder par un ENSA, c'est compliqué. Il y a énormément de demandes pour très peu de places. Les critères de sélection sont assez difficiles. Donc, pour tout ce qui va être architecture, en Espagne, il y a des cursus de formation qui sont très reconnus, notamment dans des formations bilingues avec des accréditations internationales qui, par la suite, permettent d'exercer, par exemple, aux États-Unis. Tout ce qui est design aussi peut être une option. Tout ce qui est design objet, produit, le côté un peu mode, c'est vraiment des options qui sont des options très intéressantes. Et l'ingénierie aussi, on l'oublie souvent, mais ça fait partie des cursus. C'est un peu comme la santé, c'est-à-dire que l'ingénierie en Espagne, si on a une idée claire de ce qu'on veut faire, on peut rentrer directement dans le cursus qui nous intéresse dès le départ, sans faire forcément un passage par les premières années assez généralistes qu'on peut avoir en France, où on se spécialise en général qu'à partir de la 3e, 4e, voire sur le master en 5e année. En Espagne, on peut rentrer directement, si on veut faire de l'ingénierie aérospatiale, on rentre directement dans un cursus d'ingénierie aérospatiale. On veut faire de l'ingénierie industrielle, on rentre en ingénierie industrielle. Donc, on va directement vers le sujet qui est le sujet qui nous intéresse le plus. Est-ce que tu peux nous donner des indications on reviendra ensuite sur comment démarquer sa candidature, mais de coût de la vie, de budget annuel qu'il faut prévoir. J'imagine que ça dépend du choix des filières, si c'est privé, public, etc. Mais tu peux nous donner un petit peu des orientations ? C'est très, très, très variable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des fourchettes qui vont de, mettons, 2 000 jusqu'à 25 000 euros par an. En fait, ça va dépendre d'énormément de choses. Sur la partie, évidemment, frais de scolarité, ça va être une grosse partie du budget à prévoir. Les universités publiques sont évidemment bien moins chères que les universités privées parce que c'est le contribuable espagnol qui va permettre de financer la formation des étudiants. Les universités privées, à l'inverse, ne s'appuient que sur les revenus, donc des frais de scolarité des étudiants, et c'est pour ça qu'il y a une telle différence aussi par rapport au montant des frais de scolarité. Bien évidemment, ça va dépendre du cursus. Il y a des cursus qui sont beaucoup plus chers que d'autres. Ça dépend si c'est un cursus qui a un enseignement bilingue, qui est complètement en langue étrangère, qui est complètement en espagnol. C'est très, très, très variable. Par rapport à tout ce qui est coût de la vie, au-delà des frais, on va dire, qui vont être les frais de scolarité, frais de réservation de place que vont appliquer toutes les universités, évidemment, ce n'est pas la même chose quand on habite à Madrid, Barcelone, que si on part habiter à Alicante ou Malaga. On peut avoir des différences en termes de prix de loyer qui peuvent être du simple au double. Donc là encore, ça fait partie des critères sur lesquels nous, par rapport à l'expérience qu'on a, on peut vous aider, vous accompagner. En fonction de ce qui est recherché, les tailles ne sont pas forcément toutes les mêmes non plus en termes de campus. Vous allez avoir des campus qui sont plus ou moins gros, dans lesquels des étudiants peuvent se sentir plus ou moins à l'aise. Ce n'est pas la même chose, je crois que c'était ISDI qui parlait de l'Université européenne de Madrid, que par exemple un autre campus de l'Université européenne comme peut l'être celui d'Alicante. C'est des choses qui sont beaucoup plus petites et donc les expériences de vie que vont vivre les étudiants sont complètement différentes, même si le diplôme officiel obtenu à la fin va avoir le même intitulé. Ça ne sera pas du tout la même expérience qui sera vécue par cette personne-là pendant les 4, 5 ou 6 années d'études. Je vais parler du coût de la vie. On a beaucoup de questions d'internautes qui nous demandent
Est-ce que c'est difficile de trouver un logement? Est-ce que c'est difficile de trouver du travail a posteriori aussi? Je crois que c'est Aude qui demandait est-ce qu'il y a un équivalent du Crous pour héberger les étudiants en Espagne? Comment ça se passe? Alors, la plupart de nos étudiants choisissent de se loger en colocation parce que c'est des gens qui viennent de l'étranger. Du coup, ça leur permet de savoir qu'ils vont avoir quelqu'un, qu'ils vont pouvoir avoir des gens avec qui échanger. Ça leur permet aussi de s'intégrer plus rapidement dans la culture espagnole et donc de rencontrer du monde au niveau local. Mais il y a aussi des options. Il n'y a pas un organisme comme le Crous qui centraliserait la totalité, mais il existe différents types de logements. Les 3 principales que l'on retrouve, c'est donc le logement en colocation, le logement en résidence étudiante, parce qu'il existe des résidences étudiantes qui sont gérées par des organismes privés, voire même par les universités directement sur le campus. Attention, quand on parle de résidence étudiante en Espagne, on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux de ce qu'on peut avoir en tête quand on pense à une résidence universitaire du Crous. En Espagne, les résidences étudiantes, ça se rapproche de l'hôtel 4-5 étoiles. Chaque étudiant a sa petite chambre avec sa salle de bain, sa kitchenette, son bureau. Il y a parfois des cuisines partagées, voire même carrément des selfs sur place, des salles de sport, des piscines. Tout ce qui est entretien, service, etc. est compris. On est vraiment sur des prestations qui sont des prestations haut de gamme et ça se ressent parfois sur la partie budgétaire. Mais c'est vraiment une solution qui, clé en main, est beaucoup plus pratique pour des étudiants qui arrivent notamment de l'étranger. Et la dernière solution, souvent celle qu'on conseille quand on a des étudiants qui sont mineurs, ça peut être aussi de passer par une famille d'accueil. Sur le premier temps, histoire de prendre ses marques, de favoriser l'adaptation pour ensuite, par la suite, une fois qu'ils auront rencontré des futurs copains de promo dans leur formation, partir ensemble, faire des colocations sur les 2e, 3e, 4e années. Mila demande justement, pardon Rémi, Mila justement nous demande, y a-t-il un moyen spécifique pour trouver des logements en colocation? Si vous avez, Alors oui, il y en a plein. Il existe des sites sur le web qui permettent de faire ça. Nous, avec l'expérience qu'on a accumulée, on vous donne aussi un listing de recommandations sur où trouver des options possibles. Tous les étudiants admis qu'on accompagne ont accès à notre groupe privé d'étudiants sur lequel il y a des échanges directement, donc entre les nouveaux qui vont commencer l'année prochaine, mais aussi tous ceux qui sont déjà en formation sur le même cursus et sur le même campus. Donc ça permet d'avoir une mise en relation avec des gens qui sont déjà sur place, qui forcément facilitent la recherche, qui peuvent partager des conseils. Souvent, au mois d'avril-mai, on voit passer sur ces groupes, je vais quitter ma coloc ou je change d'appart, je cherche du monde. Et c'est là que les étudiants aussi arrivent à trouver des solutions de logement. Ok, et j'oublie pas la question de comment démarquer sa candidature. Et puis après, je reprendrai, on a vraiment des questions très très spécifiques, mais je pense que c'est vraiment intéressant de pouvoir y apporter des réponses. Mais voilà, simplement, si tu veux nous dire rapidement comment candidater, si c'est français, de la meilleure façon qui soit. Alors, la meilleure façon de se démarquer, c'est d'avoir un projet qui est un projet bien préparé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on s'y prend tôt, mieux c'est, parce qu'on va avoir la possibilité de maximiser ses chances de réussite. Ça passe, par exemple, par le niveau de langue. On en a parlé tout à l'heure. Effectivement, il faut être sûr qu'on va avoir le bon niveau de langue qui va correspondre aux prérequis demandés par l'université. Si on veut faire médecine dans une université donnée, certaines vont demander un niveau C1, d'autres vont demander un niveau B2. Il faut être sûr d'arriver à atteindre au moins ça. Donc, plus on anticipe, mieux c'est, parce qu'on va pouvoir être mieux préparé pour correspondre en tout cas aux attendus des universités. La plupart des universités vont prendre en compte les notes de première ou de terminale. Ça dépendra des cursus, ça dépend des universités. Il est donc important d'avoir le meilleur dossier scolaire possible. Ça, c'est clair. Chaque université va avoir son propre processus d'admission. Donc, il peut y avoir des épreuves de sélection, typiquement des épreuves en lien avec le cursus qui est souhaité, en tout cas par l'étudiant. Donc, c'est quelque chose qui va changer en fonction de chaque université. Toutes ces informations-là, en fait, il faut les savoir suffisamment à l'avance pour pouvoir préparer son projet, anticiper au mieux et s'assurer qu'on correspond réellement aux critères d'admission de l'université, parce que c'est ça qui va permettre de maximiser les chances d'admission. Mais pour tout ça, comme je l'ai dit, en fait, c'est un peu compliqué parce que chaque université a son propre processus. C'est important de pouvoir avoir quelqu'un qui va expliquer celle qui correspond le mieux au projet et quelles sont les différentes étapes à suivre pour pouvoir maximiser ses chances d'admission et derrière de réussite de ce fameux cursus d'études. Alors, sur des questions très très précises et très concrètes, Emmanuel nous demande, peut-on avoir fait 3 années ENS architecture en France et faire les 2 dernières années en Espagne? Comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les demandes de transfert, c'est vraiment quelque chose qui est super spécifique. Techniquement, sur le papier, a priori, c'est faisable. Dans la réalité, c'est quand même très très limité. Là, moi, ce que je peux faire aujourd'hui, c'est donner des réponses, j'ai envie de dire, assez génériques par rapport aux questions qui sont posées. Bien évidemment, pour tout ce qui est cas individuel, il faut qu'on puisse rentrer vraiment dans le détail par rapport au dossier spécifique de l'étudiant pour pouvoir étudier et voir ce qu'on va pouvoir donner comme réponse. Vous pouvez aussi, pour tous ceux qui sont intéressés, participer aux réunions d'information générale sur les études supérieures en Espagne que FEEDUC organise toutes les semaines. En ce moment, il y en a 2 fois par semaine. Sinon, toute l'année, il y en a au moins 1 fois par semaine. Ça donne toutes les informations, j'ai envie de dire,
de base classiques à avoir en tête avant de se lancer sur le sujet des études supérieures en Espagne. D'ailleurs, tout à l'heure, je mettrai dans le fil du chat les coordonnées pour pouvoir contacter Noémie et FE Éduc, pour pouvoir justement avoir accès à toutes ces informations sur les séminaires que vous organisez de façon hebdomadaire et sur tout votre fil de communication, parce qu'effectivement, il y a des sujets qui sont très, très pointus et il faut, j'imagine, passer du temps de façon très personnalisée pour pouvoir répondre à ces questions-là. De façon plus générale, on a des personnes qui nous font la remarque, je suis intéressé par des études de vétérinaire à Valence. Est-ce que là, il y a des réponses intéressantes à transmettre à Florence? Il est possible de se former effectivement en vétérinaire à Valence, mais il y a aussi d'autres universités qui proposent des cursus en vétérinaire ailleurs que Valence. Donc c'est possible, oui, de faire des études de vétérinaire à Valence et plus largement en Espagne, oui, c'est possible. Ok. Quelles sont les universités de médecine en Espagne? Quelles sont les universités d'ingénierie? Ben, il y en a plusieurs, il y en a plein. L'idée, c'est pas forcément de donner une liste complète. Je pense qu'après, ça dépend de vos dossiers, que ce soit ISDI, MILA, en fonction de ce qui est recherché. C'est-à-dire que médecine, en fonction du niveau de langue, certaines vont être accessibles, d'autres pas, parce qu'il y en a certaines qui demandent un B2, d'autres qui vont demander un C1. Les conditions d'accès ne sont pas forcément les mêmes dans toutes les universités. Pareil pour les universités d'ingénierie. En fait, elles ne proposent pas forcément tous l'ensemble des cursus d'ingénierie qui sont disponibles. Donc, en fonction de la spécificité ou de ce qui intéresse le plus l'élève, on va plutôt avoir tendance à recommander une université ou une autre, parce que tout n'est pas disponible partout. Isdi nous dit, je reprends ma question, où y a-t-il des universités de médecine en Espagne? Dans beaucoup de villes différentes. Vous en avez évidemment sur Madrid, sur Valence, mais dans plein d'autres destinations. En fait, là, ça va dépendre de ce que vous recherchez, si c'est une université publique ou une université privée. Il y a un point qui est très important qu'on n'a pas abordé, Vincent, et je voudrais le remettre là maintenant. C'est justement cette différence entre les universités publiques et les universités privées, en fait, en Espagne. Concrètement, à la différence de la France, le baccalauréat tout seul ne vous donne pas accès à l'université en Espagne. En Espagne, pour pouvoir accéder à l'université, vous allez avoir l'équivalent de votre baccalauréat qui va vous donner une note qui sera ramenée à une note sur 10. Et vous allez devoir passer en plus ce qu'on appelle des examens d'accès à l'université. Pour les étudiants étrangers, on appelle ça les PCE, donc les pruebas complementarias. Ce type d'examen va permettre à l'étudiant d'aller gagner jusqu'à 4 points supplémentaires qui vont venir s'additionner jusqu'à 10 points de notes qui peuvent être obtenus au baccalauréat. La combinaison de ces deux notes donne donc une note sur 14 qui permettra de connaître la note finale de l'étudiant. Pourquoi? Parce qu'en fait, en Espagne, ce n'est pas le fait d'avoir eu le bac qui vous permet d'accéder à l'université, c'est le fait d'avoir obtenu la note minimale demandée pour pouvoir intégrer ce cursus. Les notes ne sont pas les mêmes en fonction du cursus d'intérêt. En général, les notes les plus élevées sont celles où il y a le plus de demandes, donc il y a un filtre qui est imposé directement en amont. Parfois, certains cursus peuvent être très sélectifs en amont. Par contre, une fois qu'on est rentré, il n'y a pas forcément de concours derrière par la suite qui mettent en péril le fait de pouvoir arriver jusqu'à la fin, si vous voulez, de ce cursus et donc d'obtenir le diplôme. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est important parce qu'on n'est pas forcément toujours en capacité de rentrer dans l'université publique en Espagne. Si on n'a pas obtenu la note minimale qui sera demandée pour pouvoir se former, ce ne sera pas possible de faire ce cursus-là dans une université publique. C'est aussi ce qui explique que du coup, il y a une offre de formation qui s'est développée au sein d'universités privées qui sont des diplômes officiels et reconnus pour la plupart, et qui permettent à des jeunes qui n'ont pas forcément l'ensemble des critères qui permettraient de passer par le public, de quand même se former dans un cursus qui les intéresse. Les conditions d'accès sont du coup différentes. Par exemple, si on compare par rapport à la France, par rapport à la question sur vétérinaire, en Espagne, il est possible techniquement de faire des études de vétérinaire ou même des études de santé sans forcément avoir gardé la totalité des matières scientifiques. Ça va demander plus de boulot, oui, c'est clair, mais c'est faisable. C'est aussi possible de rentrer dans des cursus d'études supérieures en ayant des bacs technologiques, qui ne sont pas un bac général. C'est possible, alors qu'en France, c'est des filières qui sont réservées, pour la plupart, à des personnes qui viennent avec un baccalauréat général. Il y a vraiment une multitude d'options et des facilités d'accès, en fait, qui peuvent être intéressantes pour des étudiants qui n'ont pas forcément eu toujours en tête le projet exact de leur orientation et qui ont peut-être besoin de passer par des adaptations. Et ça, il faut en parler au fur et à mesure en fonction des cas particuliers de chaque étudiant. Mais il existe des solutions avec des facilités d'accès qui sont largement différentes. Ok, écoutez, il nous reste un gros quart d'heure à passer ensemble. Je vois vos questions, je vois qu'elles continuent à monter et on va essayer de répondre à toutes les questions, même les plus pointues. Et puis, Noémie viendra avec son critère d'experte pour pouvoir donner un maximum d'informations sur des points très spécifiques qui vous conseillent. On a pu le voir, vraiment, il y a des différences assez notables entre la France et l'Espagne au niveau de l'éducation post-bac.
C'est quand même assez pointu. L'accompagnement de FE Éduc, en l'occurrence, il semble assez pertinent. Qu'est-ce que vous apportez, vous, très concrètement, dans votre façon d'accompagner les étudiants dans leurs projets? Très concrètement, je l'ai dit rapidement au début, mais on accompagne sur la totalité du projet. On est avant, pendant et après. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est quoi la valeur ajoutée de passer par un organisme comme le nôtre? C'est que vous allez avoir un accompagnement qui va vous permettre de maximiser les chances de réussite, pas juste de s'inscrire en première année. Et pourtant, c'est différent pour nous, c'est quelque chose qui est vraiment important. Ça passe par le fait d'avoir un seul interlocuteur dédié à la totalité du dossier. Vous allez avoir une personne qui va vous suivre depuis le début jusqu'à la fin. Vous allez avoir du coup une personne qui connaît forcément les universités dont elle va vous parler. On est présent sur le terrain. Moi, j'habite à Barcelone, Caroline est à Valence, Lucia est à Madrid, par exemple, entre autres. Donc, c'est vraiment quelque chose où on connaît les universités dont on va vous parler. On sait de quoi on parle et on parle que de ce qu'on connaît. Ça va nous permettre de vous donner directement les conseils qui sont des conseils personnalisés qui vont être adaptés au projet de chacun. Parce qu'évidemment, là, je donne des réponses qui sont des réponses assez génériques, mais je ne dirais pas forcément la même chose pour l'enfant de Rita que pour l'enfant de Florence, parce que leurs cursus ne sont pas les mêmes et leurs parcours sont différents. Et bien évidemment, les recommandations ne vont pas être les mêmes. Donc, c'est vraiment pour nous ça la valeur ajoutée. Vous avez un seul accompagnement, qui est un accompagnement valable à vie, qui vous permet de bénéficier d'un certain nombre d'avantages financiers auprès de certaines universités, mais surtout qui vous donne accès à des conseils personnalisés, à une expertise capitalisée sur plus de 10 ans avec 8000 étudiants accompagnés et aussi à tout un réseau de partenaires derrière qui vous aide à mettre en œuvre la totalité de ce projet d'expatriation. Une petite success stories à nous raconter, des jolis exemples de parcours inspirants pour nos auditeurs? Oui, on en a. Le premier, c'est ce que j'ai dit rapidement au début, c'est Antoine, le fils de Nathalie, la fondatrice. Antoine, c'était un jeune qui, à la différence de beaucoup de familles peut-être qui sont là aujourd'hui, a habité en Espagne pendant une partie de sa vie. Donc, il connaissait déjà l'espagnol. Il avait déjà un peu une idée de comment ça pouvait fonctionner sur les études en Espagne. Mais Nathalie, à l'époque, s'est penchée sur le sujet, a contacté les universités, s'est renseignée. Et Antoine, qui avait toujours rêvé de travailler dans le sport, est aujourd'hui un kinésithérapeute qui s'est spécialisé ensuite dans le monde sportif et qui vient de passer 2 années à travailler avec des joueurs de foot professionnels dans un club de Serie A sur le championnat en Italie. Donc, c'est vraiment l'exemple type de la success story de, voilà, c'est quelque chose qu'il n'aurait pas pu faire en France par rapport à son parcours. Il est venu par l'Espagne, il a trouvé cette solution et il a réussi à se former et à obtenir en tout cas ce qui était en ligne avec son projet de vie. On peut en avoir d'autres, on en a plein en fait, des étudiants. Chaque année, on en a plein des belles histoires. Je peux parler aussi du cas de Marie. Marie, c'était une étudiante en espagnol qui à l'époque avait seulement 10,5 de moyenne, ce qui n'est pas une bonne moyenne, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas parmi les meilleurs dossiers, qui a toujours rêvé d'être vétérinaire. Elle a hésité, puis finalement, elle est partie sur un cursus vétérinaire en Espagne où elle était bien préparée et son dossier a été accepté. Et elle a réussi en 5 ans seulement en validant la totalité des matières. Elle n'a pas eu un seul rattrapage. Oui, elle a beaucoup travaillé. Elle avait beaucoup préparé son projet en amont, mais elle a fait son stage et maintenant, elle est vétérinaire, quoi. Donc, c'est vrai que c'est des exemples où nous, au quotidien, on le voit. C'est pas forcément toujours facile, c'est clair. C'est pas forcément toujours simple. Mais quand on veut y arriver, quand on est motivé, c'est possible, oui, de réaliser ses rêves pour atteindre la formation à laquelle on souhaite candidater. C'est clair. Allez, on est avec Noémie Fréchet. On a encore 15 minutes. Noémie, experte des études supérieures en Espagne chez FE Éduc. C'est vraiment le moment de poser vos dernières questions. Je vais prendre la dernière salve de questions auxquelles on n'a pas répondu. On va essayer d'apporter des éléments, Noémie. Florence demande, peut-on s'inscrire à FE Éduc si nous ne sommes pas français? Bien sûr, et bien évidemment, FE Éduc s'est fondé du coup par rapport à des familles francophones, mais aujourd'hui, on accompagne des étudiants de partout dans le monde pour leur permettre de venir en Espagne. Il y a des spécificités qui vont être différentes en fonction de la nationalité, en fonction du diplôme d'études supérieures, mais aujourd'hui, on accompagne des gens qui viennent du Canada, d'Amérique latine, des Émirats, de certains pays d'Asie. On a développé aussi des pays comme l'Italie, donc le Royaume-Uni, bien évidemment. Donc oui, il est totalement possible de se faire accompagner par FE Éduc si nous ne sommes pas français, si vous n'êtes pas français en l'occurrence. Parlons peu, mais parlons bien. Combien coûte votre prestation, me demande Guillaume? Alors, la prestation chez nous, c'est une seule inscription qui sera valable à vie. C'est un paiement unique de, pour l'instant, 95 € sur notre site pour tout ce qui est ouverture de votre dossier.
Pour tout ce qui sera accompagnement aux universités publiques, c'est un système de fonctionnement qui est différent. Vous ne pouvez pas choisir d'y souscrire directement parce qu'on va d'abord passer par une préétude du dossier de l'étudiant pour savoir si c'est faisable ou pas par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure sur la note minimale d'accès demandée pour pouvoir permettre de rentrer à un cursus en université publique. Donc, c'est quelque chose qui est proposé ensuite sur devis avec des tarifs qui peuvent être variables en fonction des montants de la prestation. Ce sont les seules options que vous aurez à payer si vous vous faites accompagner par FE Éduc. Allez, des questions là, des cas très particuliers. Question de Baya. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris Baya, mais je vais essayer de passer le BD à Noémie. Est-ce qu'il existe un système différent qu'en France dans les universités permettant de combiner des filières assez peu communes en France? Par exemple, une option de double diplôme maths physique et géopolitique. Effectivement, c'est des cas spécifiques et il faudrait qu'on puisse regarder. Ce qui est certain, c'est qu'en Espagne, il existe dans beaucoup d'universités la possibilité de combiner et de faire des doubles diplômes, donc d'obtenir les diplômes dans 2 spécialités qui ne sont pas forcément toujours particulièrement alignées. Spécifiquement, là tout de suite, est-ce qu'il existe un diplôme en maths physique et géopolitique? J'avoue que je ne vais pas répondre, je ne veux pas répondre de bêtises, il faudrait que je me renseigne et que je cherche, mais il existe vraiment une énorme quantité d'universités qui proposent des formations avec des doubles diplômes dans des cursus qui peuvent être plus ou moins proches. Céline nous demande, est-ce qu'il y a des examens à passer pour rentrer dans les écoles de médecine, comme les SATS aux USA et UCAT au UK? Non, alors les procédures d'admission des universités sont des universités qui vont être spécifiques aux universités, c'est-à-dire que certaines vont demander une certification officielle de niveau de langue, mais sinon la plupart vont s'appuyer sur leur test à elles en interne pour pouvoir savoir si le dossier sera retenu ou pas forcément. Je continue. Mila, qui a posé beaucoup de questions, elle demande là, pour les examens d'université, faudrait-il les prendre sur place ou en ligne? Ça dépend du cursus, ça dépend de l'université. Certaines universités proposent la possibilité de les passer à distance, d'autres, pour certains cursus, imposent de venir les passer en présentiel. C'est encore une fois, ça va dépendre du cas particulier et du type d'examen, du type de cursus, pardon, qui vous intéresse, en l'occurrence Mila. C'est bien qu'elle pose beaucoup de questions, Mila, hein. Ce n'était pas une critique, hein. C'était au contraire, je crois qu'elle est très, très participative. Kenza demande, en général, les processus commencent quand dans l'année terminale pour pouvoir anticiper? Eh bien, j'ai envie de dire, là, on est en plein dedans, hein. Il y a déjà des cursus pour lesquels on a des universités qui sont complètes. Donc, c'est encore une fois un peu variable en fonction du type de cursus d'intérêt. On sait que sur certains cursus les plus en tension, il faut pas traîner. C'est bien de se renseigner le plus tôt possible. Je l'ai dit tout à l'heure, mais on commence jamais trop tôt. Donc, il vaut mieux se renseigner relativement rapidement. Et auquel cas, derrière nous, par rapport à ce qu'on connaît, ce qu'on maîtrise du terrain, on pourra vous indiquer si oui, il faut aller vite ou pas forcément. Mais c'est toujours bien de prendre contact sans que ce soit forcément quelque chose qui est trop tard. Parce que parfois, sinon, on va se retrouver à devoir candidater dans des universités où les places sont déjà prises et se retrouver placé directement en liste d'attente. C'est pas grave, on peut travailler pour préparer mieux le projet pour l'année d'après et vous accompagner pour vous donner des chances de maximiser cette réussite-là. C'est pas quelque chose qui est gênant. Mais comme je l'ai dit, c'est un projet d'expatriation. Ça demande du temps, ça demande de la réflexion. Donc, c'est bien de l'anticiper le plus possible pour être le mieux préparé possible parce que c'est ce qui maximise les chances de réussite. Il y a des sujets, on les a déjà évoqués, mais très rapidement. Est-ce que le coût des universités est plus élevé pour un élève qui n'a pas de passeport européen? On l'a évoqué tout à l'heure. Non, pas forcément. Là, c'est pareil, ça va dépendre des universités. C'est pas quelque chose qui est écrit sur le papier. Il y en a qui vont peut-être donner des bourses à certains types d'étudiants, d'autres pas. Il y a aussi la possibilité d'avoir des bourses en fonction du niveau académique, en fonction d'un certain résultat sportif. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut varier. Ça dépendra de l'université, du cursus. Florence, qui avait posé quelques questions tout à l'heure, qui dit si on entre directement dans une spécification dans le domaine de la santé, est-il facile de changer de cursus? Y a-t-il des crédits? C'est comme ce que je disais tout à l'heure sur le fait de faire un certain nombre d'années en France puis de revenir en Espagne. C'est-à-dire que techniquement, c'est pas quelque chose techniquement, c'est possible, mais de façon concrète, c'est pas quelque chose qu'on recommande. C'est pour ça que c'est important de bien faire le bon choix d'orientation. Je le disais au début sur les questions à se poser avant de partir. Il faut savoir ce qu'on veut faire. C'est pas la même chose de faire dentiste que de faire vétérinaire. C'est pas la même chose de faire ingénieur que de faire du design. Donc, c'est important de savoir dans quelle catégorie de profession on veut rentrer pour savoir vers quelle formation il faut qu'on puisse aller. Ça peut se faire, mais c'est très compliqué et c'est pas ce qu'on vous conseille en priorité. Je vais finir avec les questions là, sur cette dernière question que nous pose Guillaume. Ça nous permettra un petit peu d'apporter le mot de conclusion, si tu veux bien, Noémie. Guillaume, il nous avait demandé combien coûtent vos prestations et maintenant il dit bon, très bien, j'ai compris, mais est-ce que ça nous donne plus de chances d'intégrer une université, de passer par vos services? Donc je pense que c'est vraiment
l'occasion de te passer la main pour que tu nous fasses un petit débrief peut-être un petit peu plus commercial de conclusion sur votre activité, parce que vous êtes quand même là pour aussi faire valoir vos services. Moi, je vais en profiter, Noémie, si tu veux bien, pour coller là dans le chat toutes les coordonnées de contact de FE Éduc pour les personnes qui souhaitent pouvoir rentrer en contact avec vous, qui souhaitent pouvoir vous suivre sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Et je te laisse répondre à Guillaume. Merci Vincent. Effectivement, Guillaume, c'est une très bonne question. En souscrivant la prestation chez nous, vous allez avoir non seulement accès à des conseils, mais c'est beaucoup plus que ça en fait. On ne peut pas vous garantir que vous allez être pris dans une université, car nous ne sommes pas les universités, mais par rapport à ces fameux conseils dont vous parlez, on capitalise sur plus de 12 années d'expérience. Donc, on sait ce qui peut fonctionner, ce qui ne peut pas fonctionner, quelles sont les étapes à mettre en place. On vous aide du coup dans la préparation de ce projet à candidater à l'université à laquelle vous correspondez. Si vous nous contactez pour un projet, c'est pour quel type de filière déjà, Guillaume? Peut-être qu'on va pouvoir préciser un petit peu. Si vous pouvez me le mettre dans le chat, comme ça je vais essayer de cibler un peu mieux les réponses. Hop. Pour l'instant, je mets plein d'informations. En fonction de l'université, j'attends de voir si Guillaume peut mettre un peu pour qu'on ait une idée, mais en fonction de l'université, nous, notre rôle et notre plus-value, entre autres, c'est aussi de vous dire, celle-ci, ce sera accessible par rapport à ton dossier, celle-là, ce sera beaucoup plus compliqué. Donc, techniquement, vous allez avoir des chances parce que vous allez candidater dans des universités auxquelles vous n'aviez pas forcément pensé au départ. On va vous permettre de contacter des universités pour lesquelles vous avez des chances d'être pris sur le papier. Ça ne veut pas dire que vous serez garanti d'avoir une place et de pouvoir y entrer, mais on va maximiser tout ça en vous donnant les meilleurs conseils sur la façon de mettre en œuvre cette stratégie, si vous voulez, de candidature auprès des différentes universités. Nous, on travaille, je l'ai dit brièvement pendant cet échange, mais on travaille surtout sur tout ce qui est conseil. C'est-à-dire que notre objectif, ce n'est pas que vos enfants ils soient inscrits en première année. C'est qu'ils aient toutes les informations pertinentes pour pouvoir réussir la totalité de leurs études. L'objectif, c'est qu'ils aillent au bout et qu'ils puissent accomplir le projet, entre guillemets, qui les intéresse réellement. Guillaume te répond, commerce et marketing digital. D'accord. Donc oui, techniquement, là, on va pouvoir vous permettre d'accéder à des universités auxquelles vous n'avez pas forcément pensé, en tout cas dans un premier temps, en expliquant les spécificités. Est-ce que votre enfant il a un profil qui est plus entrepreneur, peut-être moins entrepreneur, plus intéressé par des choses en combinaison? Une des spécificités qu'il va y avoir en Espagne, c'est que par exemple, dans certaines universités, les étudiants en commerce, ils vont se retrouver à travailler sur un projet en relation avec des étudiants qui sont des étudiants de pharmacie. Ça semble anecdotique, mais du coup, ça ouvre un monde de perspectives qui est vraiment différent par rapport à ce qui peut se faire en France. En général, en France, quand vous êtes en école de commerce, vous êtes en école de commerce. Avec les différentes choses auxquelles vous pouvez toucher en école de commerce, vous avez moins accès à cette diversité des profils qui peut être le cas d'avoir, par exemple, en Espagne. Super, Noémie. Vraiment, je souhaite te remercier parce que c'était très, très complet, très pointu. Tu as vraiment donné des réponses étendu à nos internautes sur des questions très spécifiques. Je vous invite vraiment à prendre contact avec FE Éduc si vous avez des questions plus personnelles, plus avancées sur le projet de FE Éduc, sur leur façon de fonctionner ou sur le choix des filières pour vos enfants et pour poursuivre leurs études après le bac ici en Espagne. Je vous ai mis donc dans le chat les coordonnées de FE Éduc. Je vous rappelle que une heure, je crois, après la fin de ce webinaire, vous recevrez par email un courrier électronique qui vous donnera accès au replay, qui vous donnera aussi donc l'occasion de pouvoir revoir ce webinaire dans son intégralité. Dans une semaine, on publiera sur le site lepetitjournal.com un article qui reprendra aussi les éléments qui ont été évoqués aujourd'hui avec Noémie Fréchet. Je vous remercie pour votre fidélité. Écoutez, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau sur ces sujets-là et je vous donne rendez-vous très prochainement sur le site lepetitjournal.com. Noémie, est-ce que tu veux un dernier mot pour la fin? Eh bien, merci. Merci à vous pour l'organisation. Merci à tous les participants. C'est vrai que les études en Espagne, c'est un vaste sujet. Il y a énormément de possibilités. Moi, je suis peut-être pas très objective parce que ça va faire plus de 12 ans que j'habite ici, mais c'est vrai que c'est quand même un cadre de vie, une façon d'apprendre qui est particulièrement, je trouve, à adapter, surtout à des jeunes qui peuvent avoir des profils probablement comme vos enfants, à savoir des profils internationaux. Ça reste une excellente alternative pour avoir du coup une éducation de qualité dans un environnement qui est un environnement particulièrement agréable. Donc, écoutez, n'hésitez pas, franchement, venez participer à nos réunions. Vous aurez énormément d'informations. Vous pouvez poser vos questions. Et si vous avez des doutes, Vincent vous a mis aussi dans le chat. Il suffit de nous envoyer un petit mail directement à travers la plateforme que vous retrouverez sur notre page, sur notre site internet.
Merci à tous pour votre temps. Éventuellement, contactez-nous aussi via lepetitjournal.com. Nous, on transmettra à Noémie si on voit que vous avez des questions qui n'ont pas été évoquées ici lors du webinaire. On vous mettra en contact avec les équipes de FE Éduc. Merci à tous pour votre fidélité et à bientôt. À très bientôt sur lepetitjournal.com. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.